Laurent Gommet de la société Easy Global Market. Je vais vous présenter un projet de recherche qui est en fait un projet qui a une application très immédiate puisqu'il va être utilisé pour les Jeux Olympiques d'hiver de Corée du Sud. Mais avant de commencer sur le sujet, je vais rapidement présenter les difficultés des projets IoT. Donc on en a déjà abordé une bonne partie, mais pour une société qui veut se lancer dans les objets connectés, il faut pouvoir faire un minimum de recherche. Soit on utilise des solutions déjà existantes, auquel cas la recherche se réduit à très très peu de choses, c'est rechercher un fournisseur. Sinon, souvent dans les projets dans lesquels sont impliqués Easy Global Market, il y a de la recherche, que ce soit sur des capteurs d'analyse des eaux, que ce soit sur des capteurs de présence, que ce soit sur des capteurs de bruit, etc. Ensuite, il y a souvent une phase de preuve de concept. Ça, c'est quasiment incontournable. Finalement, les technologies sont développées, démontrées et ensuite commercialisées. Voilà, donc je vais à la slide suivante. Alors, bon, je vais passer un petit peu là-dessus parce que c'est peut-être très intéressant. Et je vais attaquer directement le problème du proof of concept. Donc, souvent, on part des idées. Donc, les gens qui nous contactent ont des idées de projets. Et la difficulté, c'est de se décider sur quelle technologie partir. Alors, tout ce qu'on voit ici, ça semble super évident. Les gens qui viennent vous voir ont déjà développé des solutions, donc on pense que c'était la discussion sur les idées, sur les technologies, etc. s'est fait très rapidement. Parce qu'on voit le résultat final et ça semble toujours simple. Dans la réalité, ça prend plusieurs mois. De notre expérience. Il faut choisir des technologies, on va voir tout à l'heure lesquelles, faire des analyses de coûts et de bénéfices, et en général, il faut se baser sur des efforts de recherche. Ensuite, il faut faire des architectures, quelle architecture logicielle et quelle sécurité. Voilà. Comment se reconnecter avec ce qu'il y a déjà sur place, souvent, parce qu'on part rarement d'une feuille blanche, et comment gérer la sécurité et la confidentialité des données. Donc souvent, ça passe par du prototypage ou de la maquette, et donc là, on fait des efforts itératifs, comme on le voit parfois sur les projets finaux de déploiement, qui ne se ressemblent jamais au départ. Quand on commence une nouvelle société, chaque client est un cas différent. Il faut rapidement passer d'un cas à l'autre en faisant des prototypages. Hop. Est-ce que ça marche ? Ah. D'accord, merci. Donc, au point de vue travail, pas mal de travail de R&D support. Donc, il faut s'attaquer au firmware parce que souvent on achète, surtout au moment du prototypage, on travaille sur des composants, au moins des cartes électroniques déjà existantes. Les logiciels embarqués, quel operating system, trouver un operating system léger, etc. Quelle intégration radio, donc on a entendu parler de LoRa, on a entendu parler de Sigfox. Si on fait du home, on va entendre parler de Z-Wave, de Zigbee, de Thread. Et chacune de ces technologies radio a ses mérites et ses faiblesses. On va entendre parler d'énergie harvesting, donc essayer de capter l'énergie. Alors certaines technologies s'y prêtent bien, d'autres moins bien. Par exemple, LoRa, c'est assez moyen. Sigfox, c'est plutôt mauvais pour l'énergie harvesting. Par contre, Z-Wave, tout à fait, c'est dans les fréquences qui vont bien. Ensuite, on va parler une fois qu'on a développé le capteur et qu'il est capable d'émettre, on va rajouter des couches d'adaptation de manière à ce que non seulement vous créez une solution, mais surtout, cette solution, elle va être manageable. Donc, vous devez pouvoir reconfigurer le capteur quand vous le déployez. Vous devez pouvoir
le mettre à jour, faire des mises à jour logicielles si nécessaire. Et en plus, ce système, cet environnement que vous avez déployé, vous devez pouvoir l'accéder non seulement par une application, mais par plusieurs applications, sans avoir à demander au créateur de la première version de réintervenir pour ouvrir son système. Et bon, l'accès à une base de données, c'est quand même pas le meilleur accès aux données. Souvent, ce dont on a besoin, c'est avoir l'accès aux données dans le flux, et pas une fois qu'il a été stocké, trié dans une base de données. Et bien sûr, ensuite, les développements des applications et le data analytics qui vient derrière. On va passer à la suivante. Voilà. Alors, ici, j'ai donné pour montrer un petit peu que c'est très simple et en même temps, c'est très compliqué. Quelques exemples de types de connectivité. Il y en a qui sont à des niveaux relativement bas, comme LoRa, d'autres qui sont à des niveaux déjà où on a des réseaux IP, comme MQTT et Coap. Donc c'est déjà plus sophistiqué. La sécurité, qui est un problème redondant, qui revient constamment dans les discussions. Certaines architectures requièrent des passerelles parce qu'elles sont en mode étoile. Ensuite, la collection des données à travers des webs avec des interfaces RESTful, JSON, etc. Et là, je mentionne deux standards qu'on va peut-être voir, qui sont FeeWare et OneM2M. Donc FeeWare est un développement de l'Union européenne qui a commencé il y a 5 ans, qui est un petit peu la réponse de l'Union européenne aux besoins des startups d'avoir des kits logiciels prêts à utiliser pour développer des applications d'objets connectés, mais aussi d'assurer pour les villes et les grands clients qu'on ne crée pas de silos. Donc que n'importe quelle application ensuite peut venir s'inscrire et souscrire à ces services brokers pour obtenir l'information dont il a besoin s'il vient présenter les bons certificats, c'est-à-dire que la direction de l'informatique de la ville, par exemple, lui ont donné les certificats pour venir et réclamer l'accès à cette information. Souvent, les applications nouvelles arrivent, elles veulent tirer bénéfice des informations déjà présentes et rajoutent de la valeur ajoutée en croisant ces informations avec de nouveaux capteurs. OneM2M, c'est un standard qui a 1 an maintenant d'existence, 1 an et demi, et qui est de niveau mondial. On va le voir, les Coréens, par exemple, l'utilisent beaucoup et vont l'utiliser pour leurs Jeux Olympiques. Ensuite, vous avez tous entendu parler de Hadoop, de Spark, etc., qui permettent le traitement des données. Pas forcément, bon, très bien. Mais en tout cas, c'est les ingénieurs en informatique, eux, souvent, qui travaillent dans les bases de données, travaillent sur ces environnements. Et ça permet effectivement des captures de flux de données et des traitements extrêmement rapides dans le flux. Voilà. Ensuite, les outils de présentation pour les prototypes, c'est très important d'être capable en quelques jours ou quelques semaines de présenter la donnée telle qu'elle pourra être utilisée plus tard. Voilà. Donc ça, ici, on a la photo de l'environnement dans lequel se font la plupart des projets d'Internet des objets. On peut passer à la suivante. Alors, c'est une présentation assez technique, mais voilà, il faut quand même s'attendre à tomber. Ensuite, ce sera moins technique. Ensuite, il faut avoir aussi des réseaux de tests. Alors, soit on travaille avec Orange, par exemple, ou Bouygues, soit on déploie son propre réseau de tests. Donc, nous, c'est l'approche qu'on préfère parce qu'on peut vraiment la mettre in situ. C'est-à-dire, si vous voulez automatiser une usine, le directeur de l'usine ou le directeur technique de l'entreprise aura le choix. Soit il va utiliser un réseau public type Orange, auquel cas il faut qu'il y ait la bonne couverture, etc. Ça peut malgré tout encore poser des problèmes quand vous êtes à l'intérieur des hangars et dans des environnements électroniques industriels assez intenses, qui a des gros moteurs qui démarrent et qui envoient beaucoup de parasites sur les lignes. Donc rien ne vaut un bon test in situ. Donc voilà, nous on déplace le réseau sur le lieu de test de manière à être sûr qu'on va bien dimensionner et que la technologie que l'on propose est cohérente. Et là donc ensuite on va passer à la présentation du Smart Mountain, qui est donc le projet Wise IoT. Donc,
En 2 mots, le projet Wise IoT, c'est un projet européen, H2020, Horizon 2020, qui est aussi un projet coréen. Donc en fait, l'Union européenne et la Corée se joignent, chacun finançant ses équipes, pour développer ensemble des solutions très innovantes. Et là, ils se sont donc attaqués à un problème qui est, on suppose que l'on a deux villes complètement différentes, avec des systèmes de remontée d'informations complètement indépendants et qui peuvent être basés sur des standards différents. Comment peut-on s'assurer que ces 2 silos vont communiquer et permettre à l'utilisateur qui se déplace ou même qui prépare son voyage d'avoir accès aux informations locales du lieu vers lequel il va se déplacer. Donc dans ces technologies, dans cette approche technologique, l'Union européenne elle travaille toujours un petit peu en avance de phase, donc elle propose une utilisation de la sémantique et de l'ontologie pour permettre le partage des données entre les villes. Et donc il faut rajouter au-dessus de tous ces services très techniques une approche beaucoup plus de compréhension de ce que c'est que l'objet, de ce qu'il ramène comme données, de comment on va passer la donnée du coréen à l'européen ou à l'américain, etc. Donc là, dans la première slide, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, on est habitué à, on change de ville, eh bien, on va essayer de trouver quelle est l'application de la cité qui va nous permettre de nous déplacer ou de nous amuser localement. Alors, ça peut marcher relativement bien dans un groupement de pays aux cultures relativement proches, donc par exemple l'Europe ou les États-Unis. Donc chacun va avoir ses approches. Si on comprend, la plupart des technologies supportent l'anglais, donc si vous êtes habitué à voyager, ma foi, vous vous adapterez à la version anglaise en Espagne ou à la version anglaise en Allemagne, mais ce ne sera pas aussi précis, et puis ce n'est pas votre langue maternelle non plus. Donc malgré tout, il reste des problèmes. Ensuite, il faut quand même ça ne vous donne pas beaucoup de temps pour la préparation, et on passe d'une interface à l'autre, ce qui n'est pas vraiment idéal pour le client. Le touriste, quand il se déplace, ou l'homme d'affaires, quand il se déplace, il aimerait avoir toujours la même application qui lui permette de collecter les informations locales sans avoir à changer d'interface, à changer de programme, etc. Donc c'est d'où cette approche de la sémantique et de l'ontologie et de plateformes communicantes pour y arriver. Passer là-dessus. Donc là, c'est une illustration. Le touriste ou l'homme d'affaires essaye d'utiliser son application dans un autre lieu. Évidemment, ça ne marche pas. Il télécharge l'application locale. On a pris l'exemple ici de la Corée. C'est du coréen. C'est pas son langage. Donc lui, ce qu'il cherche, c'est une infrastructure qui, au-delà des... si on pouvait revenir en arrière. Au-delà des communications électroniques homogènes et, je dirais, sans barrière, donc qui sont souvent adressées par des solutions type Feeware et 1M2M, vont en plus rajouter la sémantique, vont en plus rajouter des transformations de data de façon dynamique, donc des conversions de valeurs, donc de degrés Fahrenheit en degrés Celsius par exemple, de texte en coréen en texte en toute langue, suivant votre langue native, et bien sûr tout cela à travers le cloud, sans avoir à changer quoi que ce soit dans les couches basses des déploiements de l'Internet des objets. Donc voilà le challenge tel que décrit par ce projet. Alors ici, sur cette slide, vous voyez un petit peu les étapes. Donc d'abord, la couche la plus basse, c'est le Common IoT Reference Architecture. Ensuite, les standards pour l'interopérabilité, l'internetworking. Là, on va trouver notamment le 1M2M. Et ensuite, la couche verte, c'est là où on est vraiment dans les nouvelles technologies. Et on est en train de productiser ces solutions
qui vont permettre d'avoir des sémantiques et des ontologies par domaine, donc dans le médical, dans le touristique, dans l'industriel. Et ensuite, au-dessus, ma foi, l'application qui vient et qui se connecte et qui est capable de tirer avantage de toutes ces informations. Alors, vous voyez en haut à gauche les acteurs européens. Alors, ça, vous allez me dire, NEC, un acteur européen. Non, c'est un acteur japonais, mais c'est sa branche et sa filiale européenne qui a suivi le projet. Et dans ce sens-là, elle a participé. On voit le CEA, le Centre d'études atomiques, dont les prestations vont bien au-delà de la chaîne de fabrication des centrales nucléaires et de ces technologies. Vous voyez PIC, Sport Intelligence, donc notamment, alors je vais reprendre l'exemple du tennis qui a été pris avant moi, de Roland Garros. Alors PIC n'a pas l'ambition de compter le nombre de visiteurs du tout. Son ambition à lui, c'est de fournir à ses clients des outils qui permettent d'améliorer son tennis. Voilà, donc vous allez mettre des wearables aux poignets et aux chevilles, etc. Et les machines vont suivre vos déplacements sur le terrain et vont analyser la qualité des mouvements musculaires, des frappés, etc. Et vont vous ressortir à la fin de la séance une vidéo dans laquelle vous aurez des enseignements. Donc vous avez un prof qui est personnalisé et dédié grâce à ce type de solution. Voilà, donc vous voyez Santander, qui est une ville d'Espagne, je ne vais pas dire de bêtises, qui a participé avec ses nombreux capteurs. C'est une ville qui est très, très, connectée. Tout déploiement dans la ville doit remonter des informations qui permettent à la ville de mesurer l'efficacité avec laquelle cette solution tourne. Tout ça est mis dans le cloud et souvent la ville de Santander participe à des expérimentations avec l'Union européenne et d'autres villes pour comparer les mérites de telle ou telle installation technologique. Et là, je commenterai pas trop sur la partie des opérateurs coréens, mais on reconnaît SK Telecom, donc, qui est l'ancien monopole télécom de Corée, Samsung qui n'est plus à présenter, et bien d'autres. Le KETI, en fait, qui est l'équivalent du CEA, mais en Corée, et qui a notamment développé une version de 1M2M en open source. Voilà. Et cette plateforme, donc le CEA, le KETI, ont mis en commun des technologies et créé une plateforme technologique qui est ensuite mise à la disposition des sociétés pour s'entraîner à développer des applications de plus en plus pertinente pour l'Internet des objets. Excusez-moi. Alors, vous voyez la flèche rouge où on voit que, là encore, une des préoccupations principales de l'Union européenne, c'est la protection de la vie privée des utilisateurs, mais aussi la protection des devices. Pourquoi ? Parce que, comme on le disait juste avant cette séance, si on a des milliards de devices, mais qu'on peut les transformer en armes d'attaque massive pour des denial of services, il ne va plus rester un site gouvernemental ou d'entreprise debout très rapidement. Donc c'est un problème non seulement de protection de la vie privée, mais surtout de protection des infrastructures Internet pour le monde entier. Voilà. Donc là, on va présenter il y a une petite présentation, un petit film qui dure 5 minutes et 15 secondes, je crois, qui présente ce qui a été développé pour les Jeux Olympiques de Corée. We're the Anderson family, and we'll be spending our weekend at a smart ski resort. We've heard it's equipped with new connected services that will give us fast and easy access to the slopes. We've downloaded an application to create our own family group and stay connected. During the car ride, we reserved a parking spot, the shuttle bus, our ski packs, and we even purchased our ski passes.
The boys also looked at the webcams and checked out the different slopes. The snowpark is open. The application is great. A parking spot and 5 seats inside the shuttle are already booked for us. Our digital ski passes have been automatically sent to us and our profiles have been used to prepare our ski equipment. Everything is ready and waiting for us. The GPS is announcing that we're approaching the parking lot. We're so close to the slopes. Look, it's guiding us to our parking spot. They're really expecting us. I can't wait. The app has guided us to the shuttle stop and the schedules have popped up on our phones. The next one should be here in 1 minute. There it is, right on time. The shuttle left us right at the equipment rental area. The kids and I found our ski packs and our smart wristbands easily thanks to our personalised individual lockers. Talk about smooth sailing. Our wristbands are individually paired to our skis and to our phones. Off to the slopes. We have a choice between 2 activities for our family to discover the ski domain. We choose the first one to warm up all together. Thanks to our connected equipment, our progression is continuously recorded. We don't just ski, we improve our style and enjoy new sensations. But most of all, we're having a lot of fun. Now that we're all warmed up, let's try a new application option, a virtual treasure hunt. My sweet daughter uses my phone to catch the virtual mountain animals. We learn a lot about this enhanced natural environment. In the meantime, my sons have been challenging each other on a connected slope. Sensors record their performances all along the slope. They will access the data later on their phones and have fun sharing the experience. My husband? He decided to challenge Korean skiers all day through an international amateur competition. Look at the scoreboard. He finished first. Wait, my wristband indicates I've just received a message from him. The ski resort application indicates the fastest way to get there on the slopes and points to the nearest ski lifts. It was such a good day. The dinner was so lively with everyone sharing what they did. We even had surprise discounts for participation in the different skiing activities. It was also a busy day for the station staff. The head of operations gathered a lot of useful data to ensure safety, monitor the resort's infrastructure performance, and adapt services to the number of skiers to ensure optimal user experience, an efficient way to manage the station and his team. For example, today the manager informed his team that the resort reached a new record in affluence. Customers are saying they're satisfied with their skiing experience. Smart wristbands triggered 3 interventions and extra maintenance was required on the ski lifts. So, during the daily staff meeting, the team decided to inspect 2 ski lifts, strengthen signs in some low visibility slope intersections, activate snow guns at night to cover some areas with fresh snow, and inform all rescue teams of today's accident locations. And you know what? The unique and exciting experiences we had today are made possible by an innovative technological platform we hadn't even imagined. It's called SensiNact. Throughout the day, intangible communication interactions were at work. Heterogeneous devices, information systems, communication protocols, and other connected objects were cooperating using the SensiNact platform to make our superb family outing possible. SensiNact is also part of the WISE Internet of Things, or IoT platform, which ensures interoperability between worldwide smart ski resorts. I'm already looking forward to experiencing the next Winter Olympic Games at Pyeongchang remotely in 2018. Avant que j'aborde l'hackathon de Berlin, il faut savoir que la plateforme que vous avez vue, SensiNact, auquel il est fait référence, en fait, elle est en discussion pour être utilisée par Champs-Rousse. Notamment, le CEA travaille sur ce projet avec la cité. Donc, vous voyez, ces projets européens ont des retombées dans la vie de tous les jours et permettent notamment d'accélérer les développements des industries.
Je vais donc ensuite parler de l'hackathon. Donc en fait, cet hackathon a eu lieu à Berlin en septembre 2017 et donc plusieurs sociétés y ont participé. Il y avait 3 sociétés qui ont reçu des awards sous forme financière pour lancer leurs produits. Et donc dans le jury, on trouvait à la fois des juges qui venaient d'Europe, comme d'habitude, et de Corée. Les projets, je crois que les 3 leaders, étant donné que c'était à Berlin, il n'y avait pratiquement que des Européens. Mais je pense qu'il y aura une version coréenne du même événement. Voilà. Donc, cette présentation veut juste souligner que l'Internet des objets apporte de réels progrès sur la manière dont on va utiliser l'environnement habituel de tourisme, pour sûr. Ça permet de mieux gérer les lieux touristiques. Ça permet aux touristes de mieux préparer, mais aussi de mieux vivre leurs environnements. Et bien que les technologies, comme vous l'avez vu, sont relativement sophistiquées, si vous êtes surtout des personnes du business, c'est intéressant pour vous de le savoir pour le simple fait qu'il est très important quand on crée une start-up de s'entourer techniquement aussi bien que au niveau des affaires et des économies, de l'économie, parce que vous aurez besoin d'un directeur technique très tôt, même si vous n'embauchez pas des équipes de développement vous-même immédiatement. Ça, c'est aussi un learning que j'ai appris en fréquentant quelques startups. C'est qu'il faut avoir un conseiller technique à bord d'une manière ou d'une autre très très rapidement, surtout si on démarre où on veut innover depuis le capteur jusqu'à l'application. Voilà, si on réutilise des capteurs existants, le problème se pose beaucoup moins. Mais sinon, c'est indispensable. Voilà, merci. Okay, merci.